À 68 ans, Emmylou Harris parle enfin de John Denver. Emmylou Harris est née le 2 avril 1947 à Birmingham, Alabama. Elle est l'une des voix les plus influentes de la musique américaine. Admirée pour ses chants envolés, ses compositions sincères et sa capacité à franchir harmonieusement les frontières entre la country, le folk, le rock et l'americana. Dès son plus jeune âge, Harris a fait preuve de dons à la fois académiques et artistiques. Elle a grandi dans une famille militaire. Son père était un officier du corps des marines qui a été prisonnier de guerre en Corée, ce qui lui a inculqué un sens de la résilience et de la force qui résonnerait plus tard dans sa musique. Tout en fréquentant l'université de Caroline du Nord à Greensboro, elle a étudié l'art dramatique, mais s'est sentie de plus en plus attirée par la musique folk. Inspirée par des artistes comme Joan Baez, Bob Dylan et Pete Seeger, cet amour de la musique l'éloignerait finalement de ses études pour l'amener à une carrière qui allait changer à jamais le paysage de la musique américaine aux racines. Ses premières années en tant que musicienne ont été loin d'être faciles. Après avoir déménagé à New York à la fin des années 1960, elle s'est produite dans les cafés de Greenwich Village au plus fort du renouveau folk. Comme de nombreux jeunes artistes de cette époque, elle a enduré des difficultés financières, effectuant des petits boulots tout en poursuivant le rêve incertain de gagner sa vie avec sa musique. C'est pendant cette période qu'elle a sorti son premier album, Gliding Bird, en 1969. Un projet qui laissait entrevoir son talent, mais qui ne lui a pas encore valu une large reconnaissance. Des défis personnels, dont un bref mariage et les responsabilités de la maternité, ont mis à l'épreuve sa détermination, mais celle-ci n'a jamais faibli. Sa vie et sa carrière ont pris un tournant transformateur au début des années 1970, lorsqu'elle a rencontré le légendaire artiste country rock Graham Parsons. Parsons, qui avait auparavant été membre des Byrds et des Flying Burrito Brothers, a reconnu le don vocal extraordinaire de Harris et l'a invité à chanter l'harmonie avec lui. Leur partenariat musical a été bref mais profondément influent. Ensemble, ils ont enregistré GP en 1973 et Grievous Angel en 1975, des albums qui sont aujourd'hui considérés comme des jalons dans le développement du country rock. Les harmonies cristallines de Harris ont élevé le travail de Parsons, tandis que son mentorat l'a initié à la riche tapisserie de la musique country traditionnelle. Tragiquement, Parsons est mort d'une overdose en 1973, un événement qui a dévasté Harris, mais l'a également motivé à poursuivre sa vision musicale. Elle a souvent désigné Parsons comme son âme sœur musicale. Et tout au long de sa carrière, elle a rendu hommage à son héritage, veillant à ce que son esprit pionnier ne soit jamais oublié. Après la mort de Parsons, Harris a lancé sa propre carrière solo avec un but renouvelé. En signant avec Reprise Records, elle a sorti Pieces of the Sky en 1975, ce qui l'a propulsée vers la gloire. L'album présentait son mélange caractéristique de ballades country traditionnelles, de reprises contemporaines et de son propre style unique, et l'a fait connaître à un public beaucoup plus large. Des succès comme If I Could Only Win Your Love ont démontré sa capacité à s'approprier chaque chanson, qu'il s'agisse d'un classique ou d'un air contemporain. Elle a rapidement enchaîné ce succès avec une série d'albums acclamés: Elite Hotel, 1975, Luxury Liner, 1977 et Quarter Moon in a Ten Cent Town, 1968. Chacun d'eux a confirmé sa réputation comme l'une des artistes les plus originales et les plus polyvalentes du secteur. L'une des qualités les plus distinctives de la carrière de Harris est son ouverture à la collaboration. Elle s'est entourée de musiciens extraordinairement talentueux, dont le Hot Band, qui comprenait un jeune Rodney Crowell et le guitariste virtuose Albert Lee. Elle s'est ensuite associée à Dolly Parton et Linda Ronstadt pour les projets de trio, créant certaines des plus belles harmonies à trois voix de l'histoire de la musique country. Ces duos et collaborations ont traversé les genres et les générations, travaillant avec des artistes allant de Willie Nelson, Johnny Cash, Neil Young et Bob Dylan à des artistes plus jeunes comme Buddy Miller, Gillian Welch et Ryan Adams. Cet esprit de générosité artistique a non seulement élargi ses horizons musicaux,
mais a également créé des ponts entre la country traditionnelle, le folk contemporain et la musique rock. L'art de Harris a toujours été profondément personnel et souvent spirituel. Ses chansons explorent fréquemment les thèmes de l'amour, de la perte, du désir, de la rédemption et de la recherche de sens. Elle n'a jamais hésité à faire preuve de vulnérabilité, et sa capacité à canaliser l'émotion humaine brute dans sa musique est l'une des raisons pour lesquelles son œuvre résonne si puissamment. Des albums comme Wrecking Ball, 1995, produit par Daniel Lanoir, ont marqué des ruptures audacieuses avec son son country antérieur, embrassant des textures éthérées et une production expérimentale, tout en maintenant l'honnêteté émotionnelle qui définit sa musique. Cette volonté de prendre des risques a maintenu sa carrière fraîche et pertinente à travers les décennies, plaisant non seulement au public country, mais aussi aux fans de musique alternative et indie. Au-delà de sa musique, Emmylou Harris est admirée pour son esprit humanitaire et sa force tranquille. Elle a été une défenseure du bien-être animal, établissant le Bonaparte's Retreat, une organisation de sauvetage dédiée à la sauvegarde des chiens de l'euthanasie. Elle a également prêté sa voix et sa plateforme à des causes telles que le déminage, les secours en cas de catastrophe et le soutien aux anciens combattants. Son militantisme, tout comme sa musique, reflète sa compassion et son sens des responsabilités envers le monde entier. Au cours de sa carrière, Harris a reçu d'innombrables prix et distinctions, dont 14 Grammy Awards, son intronisation au Country Music Hall of Fame en 2008 et le Grammy Lifetime Achievement Award en 2018. Ces distinctions, bien que prestigieuses, ne font qu'effleurer son influence. Elle a inspiré d'innombrables musiciens, des stars établies aux auteurs-compositeurs émergents, et son travail continue d'être une pierre angulaire pour ceux qui croient au pouvoir de la musique pour guérir, unir et transcender les frontières. Emmylou Harris a vécu les complexités de l'amour, du partenariat et de la vie de famille à travers 3 mariages, chacun laissant sa propre empreinte sur son parcours personnel. Elle s'est ouvertement décrite comme une très bonne ex-femme, une remarque qui reflète sa prévenance, son honnêteté et la conscience de soi qu'elle a apportée à ses relations, reconnaissant à la fois les joies et les défis du mariage sans amertume. Son premier chapitre romantique majeur a commencé en 1969 lorsqu'elle a rencontré Tom Sloom, un autre artiste folk, alors qu'elle vivait dans le cœur bohème et vibrant du Greenwich Village de New York, un quartier réputé pour son énergie créative et sa scène de musique folk florissante. Leur sensibilité artistique commune et leur idéalisme juvénile les ont conduits à se marier la même année, cimentant une union qui a combiné leur vie personnelle et professionnelle pendant une période de changements culturels et musicaux importants en Amérique. En 1970, Harris et Sloom ont accueilli leur première fille, Haley. L'arrivée d'un enfant a marqué un changement profond pour Harris, qui a dû trouver un équilibre délicat entre sa carrière naissante et les responsabilités de la maternité. Malgré les défis de la vie sur la route en tant qu'artiste-interprète, elle a souvent emmené Haley avec elle lors de tournées au début de sa carrière, s'assurant que l'enfant fasse au moins partiellement partie de son monde. Néanmoins, Harris a pris la difficile décision de faire vivre Haley la majorité de son temps avec ses grands-parents dans le Maryland, reconnaissant qu'un voyage constant ne pouvait pas se substituer à la stabilité et à une éducation ancrée. En repensant à cette période, Harris a déclaré avec franchise « Je ne pense pas que la route soit bonne pour les enfants. De temps en temps, c'est amusant comme un voyage à Disneyland, mais pas comme un mode de vie », soulignant ainsi l'attention qu'elle a portée à ce qui était vraiment dans l'intérêt supérieur de sa fille. En fin de compte, le mariage de Harris et Sloom s'est terminé par un divorce en 1971, après seulement 2 ans de vie commune, marquant la fin de sa première tentative de partenariat à long terme. Plusieurs années plus tard, Harris a retrouvé l'amour, cette fois avec son producteur Brian Aherne. Leur relation est passée d'une collaboration professionnelle à un engagement personnel qui a abouti à leur mariage en 1977 au domicile d'Aherne à Halifax, en Nouvelle-Écosse, un lieu qui soulignait leur appréciation mutuelle de l'intimité et de la beauté naturelle de leur environnement. Après leur mariage,
le couple s'est installé à Studio City, Los Angeles, en Californie, une région connue pour son lien avec l'industrie du divertissement, ce qui a permis à Harris de poursuivre sa carrière musicale tout en construisant une vie de famille. En 1969, Harris et Ahern ont accueilli leur deuxième fille, Meghan, agrandissant ainsi la famille de Harris et introduisant de nouvelles dimensions dans sa vie de mère. Cette période a été un mélange de responsabilités domestiques et de croissance artistique. Harris a géré sa maternité parallèlement à une carrière qui prenait rapidement de l'ampleur. Cependant, malgré leur histoire commune et leur synergie créative, le mariage s'est terminé par un divorce en 1984, ce qui a incité Harris à déménager à Nashville, dans le Tennessee. Un déménagement qui allait préparer le terrain pour le prochain chapitre de sa vie personnelle et professionnelle. Le troisième mariage de Harris a eu lieu en 1985 lorsqu'elle a épousé l'auteur-compositeur et producteur de disques Paul Kennerly. Ce partenariat était basé sur une passion commune pour la musique et la narration. Pendant plusieurs années, Harris et sa famille ont vécu dans une vieille maison près de l'emblématique Music Row de Nashville, le cœur de l'industrie de la musique country de la ville. Cet emplacement a permis à Harris de rester profondément connecté à son travail tout en offrant un environnement familial imprégné d'énergie créative. Malgré ses valeurs communes et leur collaboration musicale, le mariage de Harris et Kennerly, comme ses précédents, s'est finalement terminé par un divorce en 1993. Chacun de ces mariages a cependant joué un rôle important dans la formation des perspectives de Harris sur l'amour, la famille et la vie sur la route, lui laissant une compréhension nuancée des joies et des complexités des relations intimes. Pendant des décennies, les fans d'Emmylou Harris et de John Denver ont spéculé sur la véritable nature de leur amitié, leur collaboration occasionnelle et le profond respect qu'ils semblaient partager l'un pour l'autre en tant qu'artistes. Alors que Harris a souvent été réservé quant à la discussion de ses relations privées, en particulier avec des collègues musiciens de la stature de Denver, elle s'est maintenant ouverte, à l'âge de 78 ans, dans une interview rare et sincère, mettant en lumière le lien qu'ils partageaient et l'impact durable que Denver a eu sur sa vie et sa carrière. Harris, connue pour sa voix éthérée et la façon dont elle mélange harmonieusement les influences country, folk et rock, a commencé par réfléchir sur le genre de personne qu'était John Denver en dehors du personnage de scène que des millions de personnes dans le monde adoraient. John était avant tout authentique, a-t-elle expliqué doucement. Il n'y avait aucune prétention chez lui. L'homme que vous entendiez chanter « Take Me Home Country Roads » était le même homme que vous rencontriez en coulisses ou lors d'une promenade tranquille dans les collines. Il croyait à la beauté de la nature, à la gentillesse et à la musique comme moyen de connecter les gens. Ce n'était pas un acte, c'était ce qu'il était vraiment. Elle a ensuite rappelé comment leurs chemins s'étaient croisés au plus fort du boom de la musique folk et country des années 1970, alors que Harris se faisait un nom et que Denver était déjà une star internationale. Leurs styles musicaux se complétaient de manière surprenante. Bien qu'ils n'aient jamais enregistré un album complet ensemble, leurs performances, que ce soit lors de concerts de bienfaisance ou d'événements spéciaux, restent gravées dans la mémoire des fans. Chanter avec John était facile, a déclaré Harris avec un sourire. Nos voix semblaient se comprendre, il avait ce ténor clair et planant, et quand j'arrivais avec une harmonie, j'avais l'impression que nous tissions quelque chose de plus grand que nous deux. Il y a des moments dans la musique où vous n'avez pas à réfléchir, vous ressentez simplement. Et c'était comme ça avec lui. En parlant, le ton de Harris est devenu plus réfléchi lorsqu'elle a évoqué la fin tragique de la vie de Denver en 1997, lorsqu'il est décédé dans un accident d'avion à seulement 53 ans. Même après toutes ces années, le souvenir est difficile pour elle. Je ne pense pas que quiconque l'ait connu se soit jamais complètement remis de cette perte, a-t-elle admis. C'était soudain, c'était choquant, et c'était tellement injuste. John avait tellement plus à donner. Il avait cette lumière, cette présence qui était censée être là pendant longtemps. Quand j'ai appris la nouvelle, je suis restée assise en silence pendant des heures. Je pense qu'une partie de moi ne voulait pas d'y croire. Mais Harris s'est empressé d'ajouter que si la vie de Denver s'est terminée trop tôt, son héritage perdure avec puissance à travers sa musique et les causes environnementales qu'il a défendues.
John était en avance sur son temps à bien des égards, a-t-elle noté. Il se souciait profondément de la planète, de la préservation de la nature, de nous rappeler d'être les gardiens de cette terre. Bien avant qu'il ne devienne courant de parler de changement climatique ou de conservation, John utilisait sa plateforme pour dire « Nous devons prendre soin de cet endroit que nous appelons notre maison ». Et il ne le faisait pas de manière moralisatrice, mais avec amour, à travers ses chansons. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle gardait personnellement de son amitié avec Denver, Harris a fait une pause pour réfléchir avant de répondre. Je pense que ce que John m'a donné, ainsi qu'à beaucoup d'autres, c'est la permission d'être authentique, a-t-elle déclaré. Il n'a jamais essayé de se conformer à une image ou de se plier aux attentes de l'industrie. Il chantait ce qui comptait pour lui, même si ce n'était pas à la mode. Il faut du courage pour cela et cela m'a rappelé que je pouvais faire de même, que je pouvais chanter des chansons qui venaient de mon cœur, même si elles ne correspondaient pas parfaitement à une catégorie. D'une certaine manière, John m'a aidé à rester fidèle à moi-même en tant qu'artiste. Aujourd'hui, alors que Harris réfléchit à sa longue et extraordinaire carrière, elle admet qu'il n'a pas été facile de parler publiquement de Denver, car les émotions sont encore vives. Mais à 68 ans, elle estime qu'il est important de donner une voix à ses souvenirs de lui, non seulement pour elle-même, mais aussi pour les générations d'auditeurs qui continuent de découvrir sa musique. Nous n'avons pas beaucoup de gens comme John dans ce monde, a-t-elle conclu. Sa voix empreinte à la fois de tristesse et de gratitude. Il me manque, je l'honore, et je suis tellement reconnaissante d'avoir pu partager même une petite partie de ce voyage avec lui. Chaque fois que j'entends ses chansons, j'ai l'impression qu'il est toujours là, qu'il nous rappelle d'aimer plus profondément, de vivre plus simplement et de toujours garder les yeux sur la beauté qui nous entoure. En brisant enfin le silence, Emmylou Harris a donné aux fans un aperçu intime d'une amitié enracinée dans la musique, le respect et un amour partagé des joies les plus des joies les plus simples de la vie. Ces mots servent non seulement d'hommage à John Denver, mais aussi de rappel de la façon dont la musique peut forger des liens que le temps et la perte ne peuvent jamais effacer.